Bonjour messieurs. Dans le contexte actuel, il est essentiel d'avoir une vision financière pour conclure notre 8e matinale de l'hôtellerie d'Extendam. Les banques sont devenues un rouage essentiel pour accompagner le plan de relance de l'hôtellerie dans les prochains mois. Pour lancer notre débat, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Pedro Novo, directeur exécutif de l'export chez BPI France, Serge Mejgui, directeur du pôle tourisme et loisirs chez BPI France, Didier Reboul, directeur des marchés spécialisés au Crédit Agricole, et enfin Laurent Bigot, directeur de l'industrie bunker hospitality chez Natixis, groupe BPCE. Première question pour entrer dans le vif du sujet, elle est pour toi Pedro. Dans quelques jours, on commence à sortir d'un confinement qui a débuté il y a presque 2 mois. Comment les banques ont-elles permis à l'hôtellerie de tenir ce choc? Merci et bonjour à tous. Bertrand, c'est d'abord une très bonne question pour démarrer. Comment elles ont fait? Les banques, d'abord et avant tout, on a tous subi, pour se remettre un peu dans le contexte et rappeler ce qu'a été ce choc. C'est une crise absolument originale dans sa nature, puisqu'elle a été décidée. Ce n'est pas une crise qu'on a subie de l'extérieur. L'État a décidé d'appuyer sur un bouton stop. Et donc, on en subit aujourd'hui des conséquences économiques fortes et on attend que l'État appuie sur le bouton Start pour réouvrir nos établissements et voir nos clients reprendre un peu de vie et de flux de clientèle. Dans le temps qui s'est passé, depuis le 14 mars, cette fermeture brutale s'est traduite par une chute absolument totale des revenus pour beaucoup de nos acteurs dans la profession, l'hôtellerie, restauration, l'hospitalité en général. Et donc, des mesures ont été prises par les banques, entre autres, mais globalement. Et ces mesures qui visait au départ un vœu qui était celui du gouvernement, de dire zéro revenu, zéro charge. On essaye de s'y tenir au maximum, ce n'est pas facile, tous les cas sont des cas particuliers, mais 3 grands pôles de décision ont été pris. Le premier, ça a été la décision du chômage partiel, ce qui n'avait pas été fait en 2008 et qui a été massivement mis en place. Et c'est massivement utilisé. Dans la profession, dans le tourisme, on parle d'à peu près 6 millions de collaborateurs qui sont concernés par cette mesure. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle du marché français, la quasi-totalité du personnel des professionnels du tourisme sont aujourd'hui payés par l'État. La deuxième mesure visait au report de charges, de façon à projeter ces charges plus loin, mais c'était un tas de sacs qu'on poussait, et des mesures sont en cours de réflexion pour en annuler toute une partie pour au moins une large part des entreprises par leur taille, les TPE, les PME. Et puis, un autre volet de mesure était la mobilisation de la profession bancaire. Et tu posais la question sur la profession bancaire. Cette mesure n'avait de sens que si elle était complémentaire des 2 premières, sachant qu'il y en a une dernière que je n'ai pas citée, qui est les loyers, mais qui est un autre monde. On y viendra peut-être plus tard. Mais sur les mesures bancaires, les principales décisions qui ont été adoptées reposaient sur un report des échéances de crédit existantes, de telle sorte qu'il n'y ait pas de charge sur la trésorerie de ces entreprises. Et globalement, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des banques, ont accepté de repousser les échéances du semestre venant, du trimestre à minima, et pour beaucoup d'entre elles, du semestre, pour une première tranche de décision d'allègement de charges sur la trésorerie des entreprises. Après, BPI France, en parallèle de cela, a travaillé avec le gouvernement et les banques à mettre en place un dispositif qui est donc maintenant que vous connaissez, qui est le PGE, le prêt garanti par l'État, et qui a visé à compenser l'absence de revenus, de chiffre d'affaires pour ces entreprises sur la période de fermeture, qui est donc été estimé à un maximum à l'époque de 3 mois. 3 mois, ça nous pousse assez curieusement vers un 15 juin. Et ça résonnera assez vite dans la tête d'un certain nombre d'entrepreneurs. 15 mars, 15 juin, ça fait 3 mois et vous verrez qu'autour du 15 juin, il se passera normalement quelque chose. Bon, ça n'a pas été fait exprès, on n'anticipait pas un délai aussi long, mais il se trouve qu'on espère tous que l'horizon se dessine en termes de réouverture à ce moment-là. L'objet était de non seulement compenser pas que les pertes d'exploitation, bien plus, c'est l'absence de revenus par une avance de trésorerie avec un taux zéro par les banques, une garantie par l'État à 90%, pour permettre aux banquiers d'avancer ces revenus qui n'existent pas, de telle sorte que l'entreprise puisse faire face à ses charges fixes ou ses charges courantes d'exploitation, pour autant qu'il n'ait pas bénéficié d'autres dispositifs, par exemple. Donc concrètement, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça a été une réussite. D'abord, les banques, globalement, ont répondu présent. Elles ont fait le travail. Ils ont vraiment fait le travail
avec une mobilisation qui, en près de 72 heures, a permis de mettre en place ce dispositif et de le distribuer massivement à travers les différentes régions en France, en proximité, de telle sorte qu'aujourd'hui, plus de 200 000 entreprises ont bénéficié d'un PGE pour 50 milliards d'euros. En à peine un mois, un peu plus d'un mois, c'est colossal en termes de mobilisation de trésorerie injectée par les banques dans l'économie française. On a fixé un plafond de garantie par l'État à 300 milliards, donc vous voyez qu'il nous en reste un peu. On sera sans doute à la fin de ce trimestre aux 100 milliards en termes de volume d'engagement. Et pour descendre dans le marché du tourisme, dans l'hôtellerie-restauration, c'est aujourd'hui près de 55 000 entreprises, donc c'est bien au-dessus du poids économique du tourisme dans le PIB français. Il y a une surpondération sur la consommation du PGE, ça veut dire que les entreprises ont mordu dans le PGE pour se doter d'une capacité de trésorerie. Donc ça a été une réponse efficace, copiée dans beaucoup de pays à travers le monde, pour justement mobiliser cette trésorerie au profit des entreprises avec une garantie de l'État. 55 000 entreprises en ont bénéficié et aujourd'hui 5 milliards et demi d'euros, ce qui met des tickets moyens beaucoup plus faibles que le PGE en général, ont été engagés auprès des entreprises du secteur du tourisme pour financer leur trésorerie. Voilà donc les dispositifs qui ont été mis en place et comment les banques ont répondu présent, avec ensuite des dispositifs particuliers à chaque banque pour l'attention portée. Mais c'était ce PGE a été ce pont aérien de cash, tel qu'on l'a dit, qui a été mis en place pour permettre aux entreprises de faire ce saut au-dessus de ces fermetures imposées. Merci Pedro. Didier, justement, la réalité de cette crise, on va la connaître dans les semaines et dans les mois à venir. Les banques sont-elles prêtes? Tu confirmes? Oui, je crois que tu as raison, effectivement. Il est encore un peu tôt pour évaluer la profondeur de la crise. Et si on veut porter un regard sur la situation, je crois qu'il faut le faire avec beaucoup d'humilité, en étant à la fois lucide sur le fait que cette crise est d'une violence qui est inconnue, et puis qu'elle va s'ouvrir avec le déconfinement vers de nouvelles incertitudes. Alors, je ne sais pas si tout ça va déboucher sur ce que certains appellent le monde d'après. En tout cas, je l'espère, mais très certainement, la demande touristique de demain sera assez différente de celle qui prévalait avant la crise, et j'espère qu'elle sera soutenue comme conséquence de cette période d'enfermement, avec des aspirations de beaucoup de personnes, effectivement, de pouvoir bénéficier d'un tourisme à nouveau et de pouvoir le consommer. Et au-delà, si tu veux, de cette crise qui s'est traduite par un arrêt pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de l'économie touristique, ce qui est intéressant, c'est que cette crise stimule un lot d'innovation et un lot de créativité qui va faire que probablement demain, le secteur touristique sera assez différent de ce qu'il était par le passé. Donc ça, c'est la partie diagnostic ou regard que je peux porter. Et sur l'accompagnement des banques, je rejoins ce qu'a dit Pedro, les banques ont fait le job et les banques sont prêtes à accompagner massivement le secteur. Elles l'ont démontré effectivement par la distribution assez massive du prêt garanti par l'État, qui a été une mise sous respiration artificielle d'un certain nombre d'entreprises, et ce qui a été effectivement une mesure d'urgence. Et dans la plupart des cas, on verra après comment les entreprises feront pour rembourser cette augmentation de dette. On n'a pas, dans la grande majorité des cas, vérifié effectivement toute la capacité des entreprises à rembourser cette dette. Il fallait d'abord leur injecter du cash, quelque part les sauver, et c'est ce qui a été fait. Et par exemple, je prends pour le groupe Crédit Agricole, si tu veux, 20% de nos prêts garantis par l'État en nombre, ce qui fait globalement 3 fois le poids naturel du secteur dans nos livres, ont été distribués au secteur général du tourisme, c'est-à-dire hôtellerie et restauration, ce qui est effectivement tout à fait significatif. Et puis, ce que j'aimerais souligner, c'est que les banques sont en mesure d'accompagner le secteur, parce que contrairement à la précédente crise, où les banques faisaient partie du problème, aujourd'hui, les banques sont probablement une partie de la solution, et elles ont les fonds propres nécessaires pour accompagner les entreprises. Par rapport à la précédente crise, elles ont des fonds propres qui ont quasiment triplé. Et puis, en termes de liquidité, la BCE a réaffirmé ce fameux whatever it takes que Mario Draghi avait affirmé à l'époque. Et effectivement, Madame Lagarde a réaffirmé un soutien massif de liquidité aux banques. Et donc, je dirais que oui, les banques sont présentes et le resteront pour soutenir le secteur du tourisme. Bon, merci Didier. Laurent, tu partages cette analyse toi aussi?
Bonjour à tous. Je partage évidemment les analyses qui viennent d'être faites. Je crois que l'ensemble des réseaux bancaires ont réagi dans l'extrême urgence pour colmater ces fuites de toutes parts. Évidemment, le groupe BPCE, comme les autres, était présent. Le président du directoire l'a rappelé récemment au Figaro. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, la problématique, elle était effectivement une problématique d'urgence. Il fallait impérativement sauver le secteur du tourisme, mais pas que du tourisme, de façon générale, un certain nombre de secteurs de l'économie française et au-delà d'ailleurs. La question qui peut se poser, enfin, de mon point de vue, qui se posera effectivement, c'est quid demain ? Puisqu'aujourd'hui, on a rajouté 25% du chiffre d'affaires d'énormément de compagnies en endettement, un endettement qui existait déjà et qu'il faudra de toute évidence, dans un horizon assez rapide, envisager le refinancement ou l'extension. Et on sera dans une situation où on aura rajouté 25% du chiffre d'affaires, c'est peu ou prou un tour d'EBITDA supplémentaire à l'endettement déjà existant, et tout cela dans un contexte, dans un an, 18 mois, où le cash flow des sociétés sera probablement encore inférieur à ce qu'il était évidemment l'an dernier. Donc on aura un sujet de refinancement qui passera sans doute par une ingénierie financière, qui passera sans doute par des problématiques, des solutions capitalistiques, d'augmentation de capital, de recherche de partenaires pour permettre, on va dire, d'une certaine manière, de passer d'une situation de debt to equity, c'est-à-dire alléger la contrainte qui sera très forte sur les entreprises dans un horizon relativement court. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'urgence était effectivement de sauver les entreprises, éviter qu'elles s'effondrent, et l'ensemble des groupes bancaires a effectivement été capable de répondre. Les équipes de financement de Natixis ont passé l'intégralité de leur temps de financement hospitality, passer l'intégralité de leur temps au mois de mars et le mois d'avril à mettre en place des solutions de report, des solutions de financement de PGE, etc. Donc oui, les banques ont été présentes et c'est très bien. Vous avez fait le job. Question pour Serge. Serge, toi qui es notre mémoire à tous, ce n'est pas la première crise que tu traverses. Comment l'hôtellerie a su rebondir de ces crises de 1992 et 2008 ? Alors, Serge. en fait, à chaque fois, ces crises étaient très différentes les unes des autres. Vous m'entendez bien? Mais un facteur 5 sur 5. assez rapide et un beau rebond. Donc, on a quand même… alors, la crise de 92, c'était post-guerre du Golfe. Pétrole qui avait augmenté. Une crise très grave dans l'immobilier. La classe d'actifs hôtellerie avait été vécue comme no way. Les banquiers avaient dû récupérer même les actifs. Il n'y avait plus de gestionnaire. On avait un vrai souci à ce moment-là. Le secteur s'est profondément transformé. On a vu arriver des nouvelles classes d'hôtellerie et une transformation du secteur qui a été finalement très bien accueillie. 2008-2009, finalement, les données étaient assez différentes. On en a beaucoup parlé, mais en termes de tourisme mondial, on avait une baisse d'activité de l'ordre de 4%. Ça a fait peur à tout le monde. Les hôteliers se sont un peu serrés la ceinture. On a transformé aussi, plus de digital, et on est revenu à des choses saines. On a connu, après, il y a aussi eu des attentats. Aussi, on avait dit, dans quel monde va-t-on vivre? La visibilité était soi-disant nulle. Peu après, un an après, on avait oublié. 2020, le sujet est un peu plus compliqué parce qu'on a un sujet sanitaire, on a un tourisme fort, les fondamentaux sont beaucoup plus sains que dans les précédentes crises, un secteur qui offrait une bonne visibilité. On a, comme on vient de le dire, fait un certain nombre de mesures de soutien qui n'ont rien à voir avec les plans précédents, c'est-à-dire qu'on a vraiment une mobilisation très forte de tous les acteurs sur le secteur. Donc, voilà, l'inconnu, c'est la demande. C'est effectivement la demande future, parce qu'on a ces variables aujourd'hui qui sont la crise économique, les habitudes et le sanitaire. Donc, moi, la réponse, pour moi, ça va se remettre un petit peu plus lentement que les autres. Voilà la différence entre cette crise et celle qu'on a connue, avec un soutien plus important des acteurs. Je pourrais rajouter, Bertrand, un point sur la crise précédente, la crise notamment de 2008. C'est de mon point de vue, la nature des investisseurs dans le secteur de l'hôtellerie qui a quand même changé en 10 ans.
d'un type d'investisseur très anglo-saxon à la recherche élevée à court terme, à un monde d'investisseurs beaucoup plus institutionnels. Encore une fois, c'est le point de vue, le point de vue que j'ai en observant ce marché depuis plus de 10 ans. Donc, des investisseurs plus institutionnels, peut-être plus de nature assureur, mutualiste, assureur vie, et moins, effectivement, private equity. Ce qui permet d'avoir des leviers de financement, des gens qui recherchent d'abord peut-être plus des rendements réguliers année après année, plutôt qu'un TRI élevé, donc moins de pression des financements, alors qu'en 2008, je rappelle qu'on avait énormément d'opérations qui avaient été financées par des banques, notamment anglo-saxonnes, avec des leviers qui atteignaient des sommets à plus de 80% parfois. Et il est évident que face à ce type de montage financier, eh bien, les modèles résistent moins quand on est dans une crise comme celle de 2008. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les investisseurs sont plus long terme, sont plus institutionnels, et les leviers sont beaucoup plus prudents, qui ont été mis en place depuis maintenant plusieurs années, sont beaucoup plus réduits, et ce qui devrait permettre logiquement de favoriser, on va dire, la reprise de l'activité. Donc, c'est mon point de vue sur effectivement la crise précédente. Je n'ai pas connu celle d'avant, j'en suis désolé. Bon. Merci Laurent. Didier, une question pour toi. La reprise dans l'hôtellerie s'annonce progressive avec des rentabilités réduites. Après le PGE, comment l'ingénierie bancaire va nous aider à passer le cap de 2020 ? Et devons-nous aussi nous projeter sur 2021 et 2022 ? Oui, alors, avec votre aide. Tu as raison, effectivement, le PGE, c'est une mesure d'urgence, mais il faudra le rembourser, puisqu'effectivement, c'est de la new money, et donc, si dans un premier temps, c'est un bol d'oxygène en termes de liquidité, dans un deuxième temps, c'est une charge qu'il va falloir apurer. Et donc, c'est la solution par le PGE et pas toujours la solution, du reste, qui est retenue par la plupart des acteurs, notamment des grands acteurs. On assiste à un certain nombre, je dirais, d'autres stratégies en termes d'endettement. Les stratégies les plus simples sont des stratégies de rallongement de durée, d'amortissement sur 12 ou 24 mois, voire parfois au-delà, parce que le pool bancaire en est d'accord. Et puis, parce que le marché obligataire ne s'est pas totalement refermé, aussi un certain nombre, je dirais, d'accompagnements en vue d'une émission obligataire, ce qu'on appelle les bridge to bonds, qui ont plutôt bien fonctionné sur ce secteur, sachant que je pense que le tourisme est et sera de plus en plus éligible en termes de dette obligataire à tout ce qui est la dette green, le refinancement vert qui est important pour le secteur. Et puis, au-delà de la dette, évidemment, il y aura une combinaison entre trois grands métiers pour accompagner les restructurations à venir. D'abord, le métier du haut de bilan, et tu le connais parfaitement, avec toutes les opérations en equity ou les opérations en quasi-fonds propres. Ensuite, il y aura probablement des recours importants aux techniques de monétisation des actifs, que ce soit les cessions ou que ce soit les techniques de leaseback. Et actuellement, l'ASF travaille avec les pouvoirs publics sur une option d'avantage fiscal, comme on avait eu en 2010-2011, sur les opérations de leaseback qui permettent de générer des fonds propres et de générer effectivement de la liquidité avec un avantage fiscal qui est assez intéressant. Et puis, troisième grand métier, probablement que nous assisterons dans les trimestres et années qui viennent à des opérations de rapprochement d'acteurs au travers de tout ce qui est fusion-acquisition. Voilà. Donc, l'ingénierie bancaire, elle restera au service des stratégies, mais c'est important de rappeler qu'elle est là pour servir les stratégies et ce n'est pas elle qui, évidemment, doit dicter quoi que ce soit en termes de stratégie, puisque c'est la stratégie qui crée la richesse. Et ce qui est intéressant, et je finirai là-dessus, c'est juste qu'en cette période où les marchés ont été particulièrement chahutés, ou période de confinement où finalement la visibilité était très faible, on a vu il y a peu de temps une opération comme celle d'Amadeus qui a fonctionné, alors que c'était la période de lockdown, avec un bridge to bond et une augmentation de capital pour 1,5 milliard d'euros, ce qui est tout à fait significatif pour ce type d'opérateur. Et l'opération a été sursouscrite et ça a été un succès, ce qui montre bien, si tu veux, que l'ingénierie financière et les marchés sont présents, même en période difficile, pour soutenir le secteur du tourisme. Bon, merci Didier. Pedro, à toi. Les banques, elles vont nous aider à nous projeter jusqu'en 2024. On a les JO quand même. Absolument. Alors, d'abord, Didier a bien résumé la situation et il faut se rappeler un peu dans quel contexte on va sortir de cette crise. C'est-à-dire qu'on sait comment on y est rentré, on ne sait ni quand
et ni dans quelles conditions nos établissements vont devoir et pouvoir réouvrir et exploiter. Les premières études que nous avons, les premiers retours que nous avons, les premières observations que nous avons sur les réouvertures en Asie, par exemple, témoignent toutes de même réalité. C'est une réalité de reprise progressive dans le temps, avec un retour à la normale, ne serait-ce que comportemental par nos clients domestiques, encore plus par les visiteurs de l'étranger, qui va être extrêmement progressif. Donc ça suppose que cette contrainte puisse faire face précisément à une ingénierie financière qui réponde à cette progressivité de retour à la normale sur l'activité et sur les performances. Donc, tout a été dit dans ce que Didier a répété, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à ça sans mettre une ingénierie financière plus équilibrée et naturellement avec plus de sens et de délai, c'est du long terme. C'est une ingénierie qui était bien avant et un métier qui était profond en qualité, en performance avant crise. Il le sera après, c'est une certitude. On va dire que dans 1 an et demi, 2 ans, on retrouvera des bons métriques. On a une industrie solide en la matière. Elle restera solide et leader mondial dans son business. Entre-temps, on a une période, on parlait de rééducation fonctionnelle lorsqu'on se préparait à évoquer cette table ronde. C'est un peu fort, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à marcher avec des métriques différents, avec une fréquentation différente, avec un panier moyen différent, et avec des conditions d'exploitation en capacitaire différentes dans les salles de restauration, dans les chambres d'hôtel. Donc il y a un vrai sujet qui est comment l'ingénierie financière va s'adapter à cela. Sans doute que l'ensemble du portefeuille des PGE sera sans doute très probablement rediscuté, refinancé, réétalé. Ce n'est pas une crise où les banques sont en difficulté comme elles l'étaient en 2008, et Didier l'a très bien rappelé. Aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus solides, il y a de la liquidité, tant chez les banques que chez les investisseurs. Donc l'accès à la liquidité pour financer les opérations de FUSAC, l'accès à de la ressource pour les fonds propres, l'accès à la dette et au crédit auprès des banques, dès lors que vous avez un projet, je suis absolument convaincu qu'il trouvera du financement. Sauf que l'équilibre, l'histoire qu'il y aura avec, sera sans doute différent, avec une progressivité de la charge à intégrer, c'est-à-dire des différés, des amortissements projetés plus loin, et des parts aux fonds propres et aux quasi-fonds propres plus importants. Didier a parlé d'obligataires. Sans doute, nous verrons des poches obligataires arriver beaucoup plus fortes sur ce marché-là pour donner de la respiration au plan de financement, qui eux-mêmes, en 2023-2024, feront l'objet de refinancement, sans aucun doute. Mais on va construire cette espèce d'éponge à stress financière, d'ingénierie financière qui vienne éponger le stress du bilan subi par les entreprises au regard du contexte d'exploitation. Et la bonne nouvelle, c'est que les sous-jacents à moyen terme sont bons, les fondamentaux sont bons, et que nous avons aujourd'hui des acteurs financiers solides en regard. On aurait été en 2008 dans le même contexte, on ne s'en serait pas relevé. Alors que là, les critères, les curseurs de risque ou les capacités d'intervention sont extrêmement forts, et je suis absolument certain qu'on va savoir réécrire cette façon de financer les projets dans les 2 à 3 ans qui viennent. Merci Pedro, très clair. Laurent, toi, comment anticipes-tu les grandes évolutions et transformations de notre secteur? Alors, est-ce qu'on va assister à cette consolidation du marché qu'on nous annonce? Moi, je voyais plusieurs évolutions. Effectivement, la consolidation, je pense qu'on y est. On l'observait déjà depuis quelques années avec une mutation du tissu de l'hôtellerie mid-scale, notamment en France, avec l'émergence de plateformes qui associent du partenaire financier à long terme et un exploitant hôtelier, avec une pratique de la microgestion des assets. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu émerger ces dernières années. Et je pense que dans le contexte actuel, de toute évidence, certaines structures plus fragiles souffriront et seront consolidées, reprises par ces acteurs un petit peu plus gros. Et je pense que ça concourra à continuer à structurer et à renforcer ce secteur de l'hôtellerie, notamment mid-scale qu'on peut voir en France. Ensuite, il y a une autre évolution. Je n'ai pas la réponse, très clairement, mais le modèle de l'asset light et le modèle du locatif. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avoir un actif immobilier dans un contexte très complexe où il faut renégocier avec ces banques des financements en place, c'est sans doute plus facile quand on a un actif, quand on a des actifs immobiliers que quand on n'en a pas.
Et le modèle purement locatif, par exemple, alors qui est très pratiqué dans d'autres pays en Europe, peut-être un peu moins en France, et évidemment est aujourd'hui très challengé, puisqu'on se retrouve, enfin, les hôteliers se retrouvent dans une situation où ils se sont pris en tenaille entre d'un côté les obligations locative vis-à-vis du propriétaire et de l'autre côté un EBITDA, un cash flow extrêmement affaibli. Donc j'ai tendance à penser aujourd'hui que ceux qui s'en sortiront demain sont peut-être ceux, alors je ne suis pas en train de parler du modèle asset light des grands opérateurs internationaux, bien évidemment, là je suis en train de parler du modèle de propriétaire exploitant ou locataire, voilà, c'est de ça dont je parle. Donc je pense qu'il y aura sans doute une réflexion sur le remembrement des murs et des fonds de commerce sans doute dans les temps à venir. Je pense que c'est quelque chose qui est évident. Et puis enfin, le dernier point, ça a été déjà évoqué, c'est la qualité du parc. La France est en compétition en matière de tourisme avec un certain nombre d'autres pays en Europe. Certes, l'Europe est la destination principale mondiale qui capte 50% des flux mondiaux, mais malgré tout, au sein de cette zone Europe, il y a une compétition ardue entre un certain nombre de pays sur les différents segments du tourisme, que ce soit segment affaires, segment leisure, etc. Mais malgré tout, il va falloir, on va dire, travailler nos actifs, être en mesure de faire face à la montée en gamme, la montée dans la qualité d'un certain nombre d'autres pays européens qui nous entourent. Et ça, pour moi, ça ne passera que par des partenariats là aussi long terme. Pedro a mentionné les partenariats long terme, Didier également. Je pense que ce sera fondamental de faire monter en gamme le parc français, de s'adapter aux enjeux environnementaux qui concernent aujourd'hui une part de la clientèle de plus en plus importante. Et donc, il faudra mettre ce parc à niveau. Donc, c'est le troisième enjeu, je pense, au sortir de la crise. C'est les partenariats long terme également, avec des investisseurs solides, capables d'épauler nos hôteliers dans l'adaptation de leurs produits. Ouais, merci. Pedro. Un hôtel, c'est aussi un écosystème de sociétés, blanchisseurs, sous-traitants, fournisseurs, et j'en passe. Ces acteurs ont été aussi bien identifiés dans la chaîne de valeur par les banquiers? À l'évidence, et si tu me permets, pour revenir sur ce que Laurent disait, c'est important de le rappeler, souvent on entend des critiques sur les dispositifs, sur leur puissance, sur le fait qu'il y ait des trous dans la raquette, etc. etc. Je peux vous garantir, en ayant une lecture à la fois dans mon job aujourd'hui et dans l'écosystème du tourisme que l'on peut observer, nous n'avons pas à rougir des dispositifs que d'autres confrères dans le monde peuvent avoir en termes de soutien au secteur ou soutien à l'économie. Le dispositif qui a été mis en place est relativement puissant. Et ce qui a longtemps été reproché, avant de répondre à ta question d'ailleurs, à une économie française, souvenons-nous, il y a encore une année ou deux en arrière, on nous disait c'est quand même un peu plan-plan, les plans de financement ne sont pas assez challenging, il n'y a pas assez de dettes, on pourrait faire plus de leviers, on pourrait et on disait de l'économie française qu'elle était finalement peu attractive, etc. On entendait cette musique-là. Le fait que finalement, Laurent le disait, on est des financeurs qui se soient un peu assainis en termes d'orthodoxie, eh bien, ça fait un bien fou aujourd'hui parce que ça nous met dans des prédispositions beaucoup plus solides et robustes pour faire face à la situation actuelle. Il faut quand même s'en réjouir. Une fois que j'ai dit ça, pour répondre à ta question, sur le sujet du périmètre, évidemment qu'on l'a identifié. Quand je dis nous, c'est les banques en premier lieu qui les ont identifiés, puisqu'ils sont en contact avec eux. La chaîne de valeur dans le tourisme ne s'arrête pas à la chambre. Bien sûr, il y a les voyagistes, bien évidemment, il y a l'écosystème qui entoure cet environnement, que ce soit les parcs d'attractions, de loisirs, les musées, ou que ce soit les sous-traitants dans l'alimentaire, les fournisseurs ou dans la blanchisserie. Tous ces gens-là sont aujourd'hui dans des conditions d'exploitation extrêmement dégradées. Ils bénéficient à plein de l'ensemble des dispositifs et ils sont associés à l'ensemble des moyens que nous mettons en œuvre. Tous, comme pour les hôtels, comme pour les restaurants, ont cramé des fonds propres pendant 3 mois. D'ailleurs, c'est un sujet de fond global. C'est-à-dire que nous sommes, je le disais l'autre jour, on est face à un incendie australien ou à l'incendie de la forêt d'Amazonie de fonds propres. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, on a brûlé des fonds propres. C'est comme ça, on peut critiquer ce qu'on veut, c'est une réalité, on la subit tous. Cette réalité, on y fera face en associant l'ensemble de la chaîne de valeur et en étant capable de lui mettre de la ressource patiente en quasi-equity, en equity, massivement, pour lui redonner de la capacité à lever de la dette et à concentrer derrière, comme le disait d'ailleurs Didier, les acteurs pour qu'ils soient encore plus solides. Donc on aura un après
on avait un avant, on aura sans doute des conditions de reprise qui seront très très différentes à l'évidence. Mais ce qui est certain dans le mental des acteurs, des stakeholders de ce marché, de ce secteur, que ce soit les prêteurs, les investisseurs, ceux qui interviennent dans le M&A, on aura des valeurs, un sens, une stratégie qui aura profondément muté au regard du choc que nous avons subi. Mais je peux laisser Serge aussi dans sa lecture par rapport à l'historique et par rapport à sa connaissance sur la chaîne de valeur, réagir également sur ce point. Oui, alors, dans la chaîne de valeur, ce qui compte, c'est le plus important, c'est les équipes. Hein. Qu'effectivement, on a parlé de beaucoup de financement. Il faut que tout le monde soit là autour de ce secteur, dans les communes, dans les collectivités, dans le quotidien, dans cette économie présentielle qui fait cette chaîne. Il faut qu'on retrouve de la confiance également. Et pourquoi nous, on a maintenu cette confiance? On a voulu absolument maintenir cette confiance. On est tous dans un système, un écosystème. On a connu 92, il n'y avait plus confiance dans le secteur du tourisme. 2008, plus confiance dans l'argent. Maintenant, on rétablit la confiance. On continue à transformer et à investir parce qu'il n'y a pas de secteur du tourisme sans investissement et toujours avec des acteurs forts qui peuvent embaucher des équipes, qui peuvent générer du savoir-faire. Toutes ces petites, c'est formidable dans le secteur parce qu'il y aura toujours ces toutes petites structures qui alimentent ces structures de taille moyenne ou plus grosse. Là, on a une fragilité aujourd'hui, c'est ces sociétés de taille moyenne qui avaient investi pas simplement dans l'opérationnel, mais en coup de ciel, marketing, qui étaient qui le sont toujours, hyper efficaces pour le tourisme de demain. Et cela, il faut les encourager. Elles embauchent des jeunes. Justement, Didier, pour rebondir sur ce que vient de dire Serge, l'hôtellerie, c'est quelques sociétés cotées en bourse, mais c'est aussi et surtout des petites entreprises familiales et des indépendants. Comment être bien sûr de ne pas les oublier et comment voulez-vous vous les aider au Crédit Agricole? Ouais, Serge et Pedro l'ont parfaitement exprimé. Je crois que c'est important de se rappeler que finalement, la French Touch, ce que le président appelle l'art de vivre à la française, évidemment, ce sont les grands noms, mais c'est aussi une multitude de petites structures, de restaurants, de chefs, de sites touristiques, de caves particulières, etc., qui font que la destination France est une destination qui plaît, est une destination qui est très, très appréciée. Et effectivement, ce qui est très important, c'est les pouvoirs publics ont tout mis en œuvre, du reste, pour que ça fonctionne comme ça, c'est qu'aucune entreprise dont la situation n'était pas compromise avant la crise ne puisse faire faillite. Et les pouvoirs publics ont joué leur rôle, notamment par les allégements de charges dont a parlé tout à l'heure Pedro. Ce qui est très important, si tu veux, pour les acteurs bancaires, et là on a collectivement une responsabilité très forte, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises, et dans notre portefeuille on en a à peu près 10%, des entreprises qui sont un peu fragiles en termes de notation, qui ne sont pas en situation compromise, mais qui sont en équivalent de notation Banque de France, des notations 5, 6 ou au-delà de 6. Et finalement, on s'est rendu compte que les réflexes des banquiers, c'est d'être, je dirais, exigeants par rapport au financement de ces entreprises. Et lorsqu'une crise survient, c'est d'être difficile dans l'octroi des financements à ces entreprises et également dans l'octroi des PGE, en dépit du fait qu'ils sont contre-garantis pour une grande partie par l'État. Et donc, ce qui a été mis en place au sein du groupe Crédit Agricole, mais d'autres banques mutualistes ont fait exactement la même chose, ça a été de mettre un accent sur ces entreprises fragiles en retirant la délégation de refus au réseau de proximité et en s'assurant que, globalement, la grande majorité de ces entreprises trouvaient un financement au titre des PGE. Et aujourd'hui, ces entreprises fragiles, 5 ou au-delà en termes de notation, représentent un peu plus de 10% de nos PGE en nombre. Et si tu veux, je pense que c'est l'expression de notre raison d'être, c'est l'expression aussi de la conviction que personne n'aurait à gagner à voir ces petits acteurs disparaître parce qu'ils sont indispensables à l'économie et au territoire. Et je pense que beaucoup de banques jouent le jeu. Et en plus, BPI joue le jeu avec des prêts rebonds et des prêts tourisme. Et je pense qu'on a tous les moyens d'accompagner ces petits acteurs, même lorsqu'ils sont en situation de fragilité. Merci. Laurent? Voilà, attends ton micro, attention. Est-ce que toi, tu ressens cette même envie aussi au sein du groupe BPCE? BPCE, c'est quand même les caisses d'épargne, les banques populaires, c'est une force de frappe colossale. Oui, alors je ne me prononcerai pas pour le groupe. Je disais en introduction que notre président s'est exprimé sur l'implication du groupe BPCE dans le secteur. Non, tout a été dit, si tu veux,
par les autres intervenants. Je te dis, nous étudions avec une grande bienveillance. Quand je dis nous, ce sont les équipes de financement. On étudie avec une grande bienveillance la situation de l'ensemble de nos clients, eu égard au fait qu'il s'agisse encore une fois d'un choc externe. Quand il s'agit de challenger un business plan, certains, on va dire, des erreurs de management, c'est une chose. Aujourd'hui, la situation, la foudre s'est abattue sur des gens qui faisaient très correctement leur travail, des sociétés qui étaient extrêmement compétentes, etc. Et donc, le minimum, c'est d'avoir cette bienveillance, cette capacité à étudier toutes les solutions qui sont possibles pour permettre au secteur de se relever. Tu as mentionné les grandes sociétés cotées et puis les petites sociétés. J'ai envie de dire aussi qu'on est quand même dans une chaîne, alors je n'ai pas envie de dire forcément de solidarité parce qu'on reste dans un domaine professionnel, mais il y a quand même cette chaîne entre les grands opérateurs qui eux-mêmes sont mis à contribution vis-à-vis de leurs propriétaires, des propriétaires immobiliers, vis-à-vis des opérateurs. Donc, l'ensemble de tous ces acteurs, aujourd'hui, on le sent, on le voit, se mobilisent, cherchent des solutions pour pouvoir, encore une fois, passer cet orage qui durera sans doute encore quelques mois, évidemment, hein, bien entendu. Merci. Pedro, on a pris l'habitude de définir l'hôtellerie uniquement pour sa nature tangible, immobilière. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de rappeler les autres actifs de ce secteur? 2 points sur ce que tu viens de dire. Le premier, c'est qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure et ça participe de ce qu'on appelle les actifs. On a cité tout à l'heure le sujet des petits projets, finalement, des petits porteurs. Est-ce que, en d'autres termes, et pour parler cash, est-ce que si on propose un projet aujourd'hui de création ou de reprise, on va être entendu? Est-ce que le banquier va financer mon projet? Est-ce que je suis obligé de tout mettre en sommeil pendant 2 ans? Non. Enfin, on va être très clair, je ne crois pas. C'est important d'insister. Serge le disait également tout à l'heure. Ce n'est pas un plan de reconstruction dans lequel on se projette, là, c'est un plan d'investissement massif national pour permettre à nos entreprises de faire face à une transformation du secteur réel, avec des attentes consommateurs qui vont changer, avec une attention qui va être tout à fait différente et probablement une commercialisation qui évoluera sur la dimension digitale, on n'en a pas parlé, mais probablement que dans les attitudes et dans les comportements d'achat, il y aura des évolutions en ce sens. Pour revenir là-dessus, le point qu'il y a derrière, c'est que la façon dont la banque va lire son projet, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est important, je pense, de l'évoquer, le financeur ou l'investisseur va avoir une attention toute particulière à la façon dont le plan de financement va intégrer une montée progressive de la performance. Comment on intègre finalement cette distance à la mer qui est le retour aux équilibres d'EBITDA de 2019. Comment on l'intègre dans le plan de financement. Si on arrive avec le même plan de financement qu'en janvier 2020, c'est clair que votre projet ne passera pas. Si on intègre un nouveau projet avec une ingénierie financière, on parlait d'obligataire, on parlait peut-être de prêt participatif, on a parlé du prêt tourisme, qui est un prêt sur 10 ans, donc 2 ans de différé, donc on projette le problème d'amortissement à 2 ans après le déclenchement du choc ou le lancement de votre projet. Donc c'est aussi un moment où on se recentre sur son projet et ça m'amène au deuxième point qui est la question, quelle est la valeur de mon actif, quel sens je donne à mon projet d'entreprise. Et quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Laurent peut-être Serge, sur le sujet du capital humain. On ne peut pas dans cette période parler que de fric, c'est pas possible. Le choc, il est d'abord il est énorme d'un point de vue émotionnel, managérial et humain. Le nombre de collaborateurs dans les établissements qui font le marché français du tourisme, qui sont inquiets d'abord pour leur métier, pour leur avenir, qui sont également inquiets sur leurs conditions de reprise d'un point de vue sanitaire. Certains disent bah non, moi je ne retourne pas au travail tant que j'ai aucune certitude sur la façon dont je pourrais moi-même me prémunir d'une contamination. Ça pèse dans le management de ces établissements et en termes de capital, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi important que de la capacité à structurer son bilan. Et c'est un énorme enjeu parce que la poche de stress qu'il y a sur les managers aujourd'hui, sur les investisseurs, sur ceux qui dirigent ces établissements, sur le terrain tous les jours, elle se rajoute au stress financier. Et c'est une part immatérielle qui fait partie intégrante du sujet dont on parle là, qui est de dire c'est quoi l'actif. L'actif, c'est aussi ça, c'est ce capital humain.
Il faut savoir l'absorber, cela. Et donc, la façon dont on les forme, dont on accompagne, l'attention qu'on porte à ces collaborateurs, c'est aussi important que la trajectoire de rééducation fonctionnelle financière. C'est aussi important que ça. Et il faut bien l'avoir en tête. Quant au secteur, tu le citais sur les actifs de l'hôtellerie, il est un sujet dans la sortie. Il est certain qu'on en sortira, je le disais tout à l'heure, probablement, et c'est même certain, très différent de la façon dont on y est rentré. En tout cas, il faut en sortir différemment, c'est sûr. Si on repart dès le 15 juin en se disant « Allez, c'est bon, on a remis le bouton on, on est reparti et tout fonctionne comme avant », c'est pas vrai. C'est pas vrai et vos clients ne réagiront pas comme avant, c'est clair. Donc, les actifs en nature, en qualité, vont bouger. Qu'est-ce qui fera la valeur commerciale? Il y aura d'autres valeurs qui ne sont pas aujourd'hui intégrées dans la performance des établissements qui vont devenir également essentielles. Elles vont naître, ces valeurs-là. Et c'est des valeurs qui vont vous obliger certainement à repenser l'offre, à repositionner les services, à adapter finalement aux contraintes sanitaires, aux attentes consommateurs, la qualité de votre établissement. Et donc l'actif commercial, il s'appréciera sans doute avec une espèce de valeur non visible encore aujourd'hui, dans les prochaines années. C'est l'impact climat, c'est la façon à travailler les circuits courts. Et vous verrez que dans les classements, dans les pricing, y compris dans l'accès au crédit, je suis certain que d'ici 24 mois, un certain nombre d'acteurs du financement ou de l'investissement mettront une prime sur les taux en fonction de la qualité de la performance énergétique des bâtiments ou de leur impact sur le climat ou de leur impact sur les circuits courts. C'est déjà une réalité sur de l'obligataire à grand niveau. Ça le sera sans doute sur du retail dans le financement de projets. Et ça, ce sont des réalités qui vont toucher les actifs hôteliers, qui vont être obligés d'ailleurs. Et au fond, c'est un choc qui nous réveille sur la qualité des établissements, sur la façon dont on adresse l'offre et sur l'attention qu'on peut avoir vis-à-vis du client et de ses besoins. Ça oblige les établissements à sortir d'une forme de naïveté du flux qui était une réalité française. On avait la chance d'être le pays le plus visité au monde. Alors beaucoup, et pardon de le dire comme ça, s'en sont contentés sans repenser leur offre, sans travailler la qualité du service, sans flécher la fidélisation, sans customiser son offre. Et maintenant, c'est un rappel à l'ordre violent, mais c'est un rappel à l'ordre. On a parlé de compétition sur le redémarrage européen. Oui, il y aura une compétition de destination à l'échelle européenne. Et c'est là que va se jouer le combat sur les 24 prochains mois avant le grand international. Les Américains, les Chinois, ils reviendront avec les Brésiliens quand les aéroports réouvriront normalement, quand on aura des passeports sanitaires, quand on aura de la visibilité sur les circuits de circulation de ces personnes-là. Tant qu'on n'aura pas ça, ils ne viendront pas. En revanche, le domestique va commencer, puis l'européen va s'ouvrir à l'automne. Et c'est cette clientèle-là qu'il va falloir conquérir avec une attention toute particulière. Finalement, on a deux défis. Réussir la reprise et faire en sorte que l'hôtellerie continue à incarner notre excellence française. Le RSE, le digital, l'hôtellerie sociale. Nos défis sont nombreux. Comment allons-nous continuer à soutenir nos entrepreneurs dans ces combats? On a encore du travail, Serge. Oui. Alors c'est pour ça qu'on est en train de bâtir avec nos amis de la Caisse des dépôts un plan 12 milliards d'euros pour continuer à faire le job. Et ce plan, non seulement nous, on veut le faire, nous, donc en finançant tous les étages de la fusée, les sociétés un peu petites, les sociétés plus grosses, peut-être les gros acteurs, mais également entraîner l'épargne privée. Parce que ce secteur-là, on l'a vu, comment il est arrivé à renaître? Parce qu'il y a eu tout ce qu'on disait tout à l'heure, des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion comme toi, Bertrand, de l'épargne privée, un peu de la love money autour de ce secteur. Parce que ce qu'on va essayer de prouver, on va le prouver très rapidement, c'est que ce secteur est résilient. Il est fondamentalement résilient. Ce n'est pas simplement une classe active, on l'a dit, Pedro il l'a dit, c'est aussi des hommes et des femmes. Ça va être vraiment un challenge à court terme de formation. En ce moment, il y a un sujet sur les jeunes, là, tous les apprentis qui doivent rentrer. Il faut qu'ils rentrent dans le métier, il faut qu'ils continuent, il faut leur donner l'envie, parce que c'est ça notre principale force à côté de ce soutien financier. Donc nous, ce qu'on veut dans ce plan, c'est de continuer à entraîner, continuer à aller de l'avant, à ne pas oublier que ce secteur est fait de cette imbrication des petits, des moyens, des plus gros, et c'est ça qui fait fonctionner. Et on va bien sûr y mettre un peu plus de digital,
plus de tourisme durable. On va par exemple, on ne financera pas des entreprises sans qu'on ait un DIAC digital et un DIAC vert demain. Ça sera par exemple une des clés pour nous de la réussite des entrepreneurs, quelle que soit leur taille. Voilà. Bon, avant de conclure, messieurs, une petite dernière question. Et vous faites quoi cet été alors? Didier, tu vas où cet été? Pedro? Laurent? Serge? Moi, je te croiserai peut-être en partie pendant mes vacances, Bertrand. Bon, donc on sera du côté de Porquerolles. C'est une bonne destination. Ah, il y a pire, je dois te dire. Bon, moi, ça Didier. sera plutôt côte atlantique, vers La Rochelle. Bon, d'accord. Pedro, Serge? Moi, ça sera le Camargue, les terres du Sud, les terres familiales et le plaisir de retrouver nos commerçants, nos hôteliers, nos restaurateurs. Globalement, il y aura des opportunités à saisir pour redémarrer et réduire l'impact direct de cette crise sur notre économie et dans nos sociétés. Nous allons poursuivre tous nos investissements vers un tourisme plus durable et respectueux de l'environnement. Mais nous aurons besoin de vous, banquiers, à 100% pour accompagner cette transformation. Alors, à très vite. On peut faire une table ronde l'année prochaine, si vous voulez. Au revoir, messieurs. Merci encore. Merci beaucoup. Yeah.